Merci de m'inviter dans le cadre de ces conférences Zoom. Donc, à la présentation sur les techniques d'implantologie basale, notamment autour du disque implant. Qui suis-je? Je suis le docteur Boué. Donc, je suis omnipraticien à Perpignan depuis une trentaine d'années maintenant et j'ai essayé de développer ma pratique implantaire, notamment en faisant un diplôme d'implantologie axiale en 2004, je crois. Donc à Garancière avec Patrick Missika et Marc Baer. Et quelques années après, une dizaine d'après, je me suis tourné vers l'implantologie basale, qui permet de résoudre pas mal de choses en omnipratique. Je me suis tourné vers cette technique parce que j'avais des cas où je pouvais, où j'avais pas assez d'os, donc je souhaitais implanter des patients et ils refusaient la greffe osseuse. Donc voilà pourquoi je suis venu à la basale. Qu'est-ce que c'est l'implantologie basale? Donc, on voit à gauche de la diapo des implants avec des formes atypiques, des formes caractéristiques de cette technique. La définition. Alors, en fait, euh, je commence par le petit 3. Elle passe là où l'axiale s'arrête. Quand on a beaucoup d'os, ben, on va poser des implants vis, des implants traditionnels, des implants axiaux. Un bon implant, nous disait Patrick Missika, c'est 10 de long et 4 de large, en sachant qu'il faut 2 millimètres d'os de part et d'autre. Donc, il faut une largeur minimale de 8 pour poser des implants axiaux. Et en hauteur, ben, il faut aussi une certaine hauteur. Quand on a une fonte osseuse, donc suite à la perte de la dent, on sait tous, les dentistes, que l'os alvéolaire, l'os de support de la dent, naît, vit et meurt avec la dent. Donc, lorsqu'on perd la masse osseuse alvéolaire, on est sur le corps osseux, ça s'appelle la base osseuse. Donc, l'implantologie basale, en fait, elle regroupe tous les types d'implantologie, mais elle est dédiée euh, en grande partie à la base osseuse. Et donc, ils ont mis au point, on va le voir, des formes d'implants particulières. Donc, moi, quand je me suis tourné vers cette technique, comme j'ai une culture d'étudiants universitaires, de bibliothèque, j'ai beaucoup passé de temps dans les BU, j'ai cherché de la littérature. Et le premier article que j'ai trouvé, alors ça c'est mon expérience personnelle, hein, mais la première recherche, je suis tombé sur un article de Jean-Marc Juillet, donc qui est un auteur français des années 70, qui avait publié dans un article en anglais, un journal anglo-saxon, un article où il détaillait cet implant qu'on voit au milieu de l'écran, qui est un implant à insertion latérale. Donc ce qui caractérise la basale, historiquement, c'est la recherche d'une insertion latérale dans le corps de l'os, alors que dans l'axial, on suit l'axe des dents. Voilà, ça c'est une des premières caractéristiques. Ces implants étaient impactés, comme le sont actuellement les implants disques, et ont créé, avec une turbine, une tranchée dans le corps osseux. Là, Jean-Marc Juillet a disparu. Il est décédé fin des années 70, je crois, début des années 80. Donc, il y a des gens qui ont suivi sa voie, qui ont repris le concept et qui l'ont amélioré. Et historiquement, donc, apparaît début des années 80, le disque implant inventé par Gérard Cortési, qui a euh, donné ses lettres de noblesse à l'implantologie basale, puisqu'il a mis au point le disque implant. Il s'est inspiré, donc ces deux diapos sont extraits de son premier livre, hein. Il s'est inspiré de la lame de Lincoln, qui est une lame, qu'il a combinée à l'émergence à la connectique vissée de l'implantologie axiale pour inventer, mettre au point l'implant disque. Sur la partie de droite de la diapo, donc, on voit un maxillaire supérieur complètement implanté avec des triples implants, des triples disques, pardon. Ça date de 94, donc ça a 30 ans de recul. Ça, c'est mon premier cas. Tiens, j'ai vu la patiente il n'y a pas longtemps, on lui a mis 4 implants, ben, la semaine dernière en bas à gauche. Et les premières disques implants que j'ai utilisés, ils sont sur cette panoramique. Ça a 10 ans de recul. Voilà, on avait utilisé un simple disque au niveau de la 26 en 12,
de diamètre. Et secteur 1, un double disque asymétrique et un simple disque qui doit être en diamètre 9. Donc, je vous dis, je l'ai vu pas plus tard que la semaine dernière. Ça a 10 ans de recul, ça n'a pas bougé. Mon premier cas d'utilisation des blancs disques. Un autre cas, mon second cas, donc pour illustrer pourquoi je suis venu vers ces techniques-là. Donc ça, c'est un patient chez lequel on avait mis pas mal d'implants axiaux. Secteur 1, on avait fait une greffe osseuse, greffe d'apposition sinusienne pour reconstituer un volume osseux. Et quand on a fait le secteur 2, au niveau du sinus, on n'a pas pu greffer parce que la membrane s'est déchirée. Donc, au lieu de reporter la chirurgie, puisqu'on avait le site ouvert, on a décidé de poser des doubles disques. Voilà, au niveau de la 28 et la 27, on a utilisé l'insertion latérale pour exploiter le volume osseux résiduel sans passer par de la greffe osseuse. Voilà ce cas-là. Donc, sur la partie gauche, on voit le double disque. Ça doit être du 9 de diamètre, peut-être. Titane lisse sur son porte-implant. Et sur la partie droite de la diapo, donc on a posé trois axiaux, trois piliers coniques, et on voit les implants positionnés, mis en place avec cut, insertion latérale, la coupe osseuse dans l'os résiduel. Et les émergences au ras de l'os, au ras de la crête, donc au niveau des dents, 27-28 ou 26-27. Alors moi, dans ma pratique, j'ai des limites à la pose d'implants basaux, donc je n'hésite pas à greffer quand je pense que c'est nécessaire. Donc là, par exemple, on avait fait une étude pour greffer un secteur 1. Je ne me sentais pas de poser l'implant ptérygoïdien parce qu'il passait dans le sinus. Du coup, c'est un patient chez qui on a fait une greffe sinusienne et on a posé trois implants axiaux par la suite. Voilà, donc il faut bien connaître le système et surtout savoir se mettre la main et connaître ses limites et changer son fusil d'épaule, trouver la meilleure option thérapeutique pour le patient en prenant le moins de risques pour lui et par conséquent pour nous. Donc c'est une implantologie qui est quand même pas commune, on va dire. Quand on est débutant, il vaut mieux d'abord maîtriser son axial et après quelques temps, on peut envisager de poser des implants basaux. Donc moi, ça m'a demandé quand même cette pratique de retourner vers mes bouquins d'anatomie, parce on va le voir, on exploite des zones osseuses très particulières. Et donc, je m'étais replongé notamment dans le bouquin d'anatomie de Netter, puisqu'avec les différentes couleurs, on arrive à bien aborder les sutures osseuses, les volumes et donc les futures zones qu'on va exploiter pendant la chirurgie. Voilà, notamment cette zone ptérygomaxillaire. Donc, on a une vue occlusale sur la gauche de la diapo avec la suture entre la face postérieure du maxillaire et l'apophyse ptérygoïde. Donc, cette suture est une suture d'os très dense de type 1 qu'on va exploiter en implantologie basale. On la voit de profil à droite, cette zone. La dent sagesse là est manquante et bon, c'est la même diapo de toute façon, hein. C'est le même crâne sec. Et on voit nettement donc entre 1 et 2 cette suture qu'ils ont matérialisée par un point de colle marron là. Donc qu'est-ce qu'on vient chercher en basal? Donc des zones, des structures osseuses spécifiques. Et là, sur mon diaporama, j'ai repris un schéma d'Alain Ansel, une coupe horizontale d'un maxillaire, et on voit quatre points rouges. Donc, ce sont les quatre zones spécifiques de la basale au maxillaire: l'épine nasale, la bosse canine, la suture ptérygomaxillaire et le pili malaire. Ce sont des zones d'os denses de type 1 qu'on va venir exploiter. Ce schéma extrait du livre de l'école Mézarbe, donc la fonte osseuse, la disparition de l'os alvéolaire. On va aller de gauche à droite du A vers le B. En A, c'est de l'implantologie axiale. Et plus on va se décaler vers la droite, plus on va se rapprocher du E des atrophies extrêmes, plus on va faire appel à la basale purement. Les indications,
Donc là, pareil, c'est extrait de l'article donc, qui est de 2010 déjà d'Alain Ansel, qui donc nous explique les principes, les indications, donc atrophie osseuse et les zones spécifiques d'ancrage. L'implantologie basale utilise les deux techniques, axiale et latérale, pour s'appuyer sur l'appui cortical. Donc, il faut un très bon ancrage primaire, hein. On ne peut pas laisser un implant basal flotter dans l'os ou à la surface osseuse. Il faut qu'il soit vraiment ancré. Très bon ancrage primaire, parce que souvent on va faire de la mise en charge immédiate. Et surtout, ce que j'ai retenu, moi, c'est que on combine les deux techniques. Il y a pas de côté sectaire, il n'y a pas d'étanchéité hein, entre l'axiale et la basale. Il faut que les deux techniques se complètent, se combinent pour avoir un résultat optimal pour satisfaire les patients. C'est ça le but qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc avant d'intégrer le DU, on doit suivre le prérequis. En l'occurrence, c'était chez l'excellent Laurent Serre à Cannes. Et donc, il nous avait repris les principes. Donc, un os de type 1 qu'on va rechercher, des zones d'ancrage hors normes pour l'axial, donc elles sont spécifiques, on vient de le voir. Souvent, on est de la mise en charge immédiate, avec une multiplication du nombre d'implants. La mise en charge par secteur est déconseillée et on a quelques indications unitaires, hein, on verra. Voilà, et la photo de droite, c'était pour illustrer que voilà, on avait toujours le choix de greffer, c'est-à-dire exploiter un second site chirurgical avec la morbidité qui s'ensuit, euh, attendre que le greffon se prenne, donc ça fait quand même 3 4 mois en général. Prendre le risque de décoller le greffon au moment de la pose de l'implant, parce que ça arrive que les greffons soient juste posés sur la surface. Quand vous allez forer des fois, votre greffon va se soulever et vous le perdez. C'est embêtant parce qu'on est à la case départ. Ou alors, on va carrément partir sur un double disque pour l'incisive centrale. Avantage, la durée de traitement, le coût et diminution de la morbidité. Voilà, on reprend les zones d'ancrage. Donc, le même schéma que tout à l'heure, hein, la coupe horizontale et maxillaire. Et moi, j'avais refait un peu le même pour me fixer les idées en schématisant un panoramique. Donc, on voit les deux ptérygots au niveau des dents de sagesse, les deux piliers canins, bon, l'épine nasale, ben, elle est au milieu, et éventuellement, au niveau de 16 et 26, les disques en plaque. Alors, à la mandibule, les zones d'ancrage. Donc, en général, à la symphyse, on a toujours quand même la possibilité de poser des actions. Moi, j'ai jamais eu de cas au niveau de la symphyse dans lequel j'ai dû utiliser des doubles disques. Gérard en a toute une bibliothèque de cas. Mais moi, je vous parle de ma pratique, de mon omnipratique à Perpignan. J'ai jamais eu de cas de double disque à la symphyse. Par contre, là, j'avais eu un joli cas de plaque au niveau du secteur 3 et 4. Donc, j'avais fait un petit schéma pour les indications au milieu là. Donc, si on a un petit volume osseux avec un os convexe, on peut glisser des simples disques. Si l'os est complètement concave ou plat, on va utiliser des plaques. Voilà les zones d'ancrage spécifiques à la mandibule. Quand on fait le DU de basal à Nice, donc chez Guillaume Audin et Gérard Sorteschi, on a la grande chance de pouvoir pratiquer au laboratoire d'anatomie. Donc là, j'avais fait des photos. À gauche, on est au niveau d'une 18. On se sert d'un ostéotenseur qui est en fait un pointeau qui permet de tester les zones d'ancrage, de repérer les axes. Gérard dit que c'est la canne pour l'aveugle. En fait, oui, ça permet de tester les densités osseuses. Au milieu, donc, on implante l'historique disque implant avec l'encoche insertion latérale, l'émergence de la connectique au niveau de la crête résiduelle et partie droite de la diapo, donc sur une dent numéro 16, on exploite cette poutre osseuse qui monte, qui est l'apophyse du malaire. Enfin, une jonction entre le maxillaire et le malaire. Un premier cas clinique, donc une patiente qui veut se débarrasser de son complet,
Au panoramique, on a l'impression qu'on a un volume osseux confortable et on va voir que c'est trompeur. Alors, comme je dis toujours, avant de prendre le bistouri, il faut faire la prothèse complète, des empreintes, des prises de dimension verticale, des essayages, et on va proposer à la patiente un projet prothétique. C'est très important, c'est fondamental, parce que le jour de la pose du bridge, elle aura exactement ça. Il faut qu'elle le valide. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Ça permet à votre prothésiste de se mettre dans le bain, d'apprivoiser le cas, de faire un montage directeur qu'il utilisera pour la confection du bridge. On peut proposer, ça a été le cas là, un montage avec fausse gencive pour gonfler la lèvre ou sans fausse gencive. Tout ce travail en amont, ce rétro-planning, comme dit Gérard, ça vous permet de bien maîtriser votre cas le jour de la chirurgie et surtout de connaître les buts, les attentes des patients ou des patientes et de déminer. Parce que des fois, vous le savez tous, on peut avoir des soucis avec les patients. Donc ça permet de bien les connaître avant de prendre le bistouri. Donc là, elle a validé son montage esthétique, hein, le soutien de la lèvre est bon, elle est contente de la ligne du sourire, nous aussi. Donc on la voit rayonner. On la voit à ce moment-là seulement faire l'imagerie. On avait utilisé des dents barytées radio-opaques. On avait utilisé donc le Simplan pour s'approprier, se familiariser avec le terrain. Donc on peut faire la simulation des implants, repérer les zones anatomiques, l'émergence notamment, choisir ses implants, axe, longueur, diamètre, forme. Donc on se familiarise avec le terrain. Sur les coupes scanner, on peut choisir aussi les implants petit à petit. On voit notamment l'émergence de l'artère palatine au niveau du secteur 1. On peut choisir la longueur de l'implant ptérygoïdien et simuler sa pose en repérant les angulations. Au niveau de la dent 16, on voit au scanner qu'il y a vraiment plus d'os, il y a 1 ou 2 millimètres. Donc on va utiliser ce type de forme, les disques implants à plaque d'ostéosynthèse. Au niveau des prémolaires, on va mettre des axiaux. Et au niveau donc, de la bosse canine, on s'aperçoit, voilà, sur la coupe 69, qu'on a une fine lame osseuse assez haute, de hauteur convenable. Par contre, la largeur n'est pas bonne du tout. Donc, on va utiliser des doubles disques avec un long fût prothétique. Et les deux disques, on va les ancrer dans le corps osseux et faire remonter le fût prothétique le long de la paroi osseuse ou légèrement dedans. Au niveau de la 26, pareil, on va faire quelque chose de symétrique. On va utiliser un implant, un disque implant à plaque. Et au niveau de la 28, un ptérygoïdien. Alors à l'époque, on pouvait accéder au bloc opératoire à l'hôpital de Perpignan, ce qui n'est plus le cas. Donc, moi, je me faisais une petite fiche avec les implants, le matériel à prendre, les difficultés. Et surtout, sur la photo, il faut remarquer la présence de l'assistante. Donc, on ne peut pas opérer ce type de patient sans une assistante bien formée qui connaisse son matériel sur le bout des doigts et qui vous passera le bon tournevis au bon moment, qui ne tremblera pas quand elle ouvrira les vis ou les implants. Donc, c'est un travail d'équipe, hein. C'est une implantologie qui est, on va dire, elle est simple quand on la maîtrise, ce que je commence à faire à peu près. Mais il ne faut pas y aller tout seul, hein. On peut pas, autant un implant axial, si vous avez envie de vous le poser quand il y a beaucoup d'os, vous pouvez le poser sans assistante. C'est pas une bonne idée, mais ça peut se faire. Autant de la basale, vous n'y arriverez pas, ça va être très compliqué. Donc il faut une assistante de qualité. Voilà, donc ce jour-là, on était au bloc. On a posé en 11 et 21 deux implants axiaux pour se repérer les axes, se faire à la main. Au niveau de la diapo de droite, on voit le contre-angle angulé de façon spécifique pour aborder la zone ptérygoïdienne. Voilà l'implant ptérygoïdien sur le mandrin porte-implant à gauche. On est en train de le visser à droite. Donc là, il n'y a pas besoin de grande vitesse, c'est vitesse très lente. Coup de collet au corps, comme dit Gérard, pour ne pas trembler, pour respecter l'axe et sentir surtout la stabilité primaire.
Cette diapo-là, pour illustrer la pose de l'implant en 28, on voit l'implant ptérygoïdien avec le pilier porte-implant qui va être dévissé. Au niveau de la 26, partie droite de la diapo, on est en train d'ajuster une plaque. Donc c'est du titane grade 4, je crois, qui est malléable. Donc on va le mettre en forme. Et donc, sur cette diapo, on voit la philosophie de la basale qui est adapter la forme de l'implant à l'os résiduel et non pas, comme dans l'axial, adapter le volume osseux à des implants standards. Au niveau de la 26, partie gauche, on est en train de visser avec des petites vis autoforantes les plaques en passant à travers les œilletons. Alors, c'est des vis qui ont un ancrage très, très puissant, qui n'ont pas besoin d'avant-trou. Au niveau de la 23, donc avant de poser un double disque asymétrique, on va repérer l'axe et surtout la position d'émergence de la connectique. Parce que si la connectique est bien positionnée, vous allez faciliter la vie de votre prothésiste, puisque l'émergence de la vis sera palatine. Vous aurez un meilleur résultat esthétique et dans le temps, ça sera beaucoup plus sympathique à gérer au niveau de la maintenance. Sur la partie droite, donc, les tranchées osseuses sont faites avec des instruments spécifiques, ça s'appelle des cutters, donc des doubles disques qui sont en titane, crantés, avec sur le mandrin aussi des encoches qui vont permettre de créer le logement du fût implantaire. Au niveau de la 23, le cutter en action, irrigation abondante, coup de collet au corps, d'un seul geste si possible pour que la tranchée soit régulière. Et sur la partie droite, on est en train d'impacter l'implant, le double implant disque asymétrique au niveau de la 23. Et croyez-moi, là, il tient bien parce que cette lame osseuse, elle est de type 1, elle est très costaud, très dure. Une fois que la chirurgie est faite, on va faire l'empreinte. Donc, les transferts d'empreinte sont vissés, solidarisés au Luxabite. Ça, c'est Alain Ansel qui nous l'a appris, cette technique. Et on va armaturer le Luxabite avec tout ce qu'on a sous la main. En général, en fin de chirurgie, pas trop regardant, donc on met des forêts éventuellement pour que ce soit bien rigide, bien stable, bien calé. Et on va donner le maximum d'informations à notre prothésiste en enregistrant, là c'était avec de l'alginate, les vestibules et le palais. On dévisse et on désinsère gentiment l'empreinte. Voilà, ça revient du laboratoire. Donc ça, c'était en 2017. Et on verra en fin de diapo, je crois, le même bridge qu'on a posé sur un autre patient euh, la semaine dernière. La technique n'a pas changé. Donc, armature forte rigidité. On est dans le cas de mise en charge immédiate. Bague de collage, vis en or et dents du commerce, dents en résine. Voilà, je crois que j'oublie rien. Au niveau des principes de la prothèse en implantologie basale. Pose du bridge. On voit que les puits d'émergence, enfin, les puits d'accès aux implants seront comblés évidemment du composite. Vue de face et panoramique de contrôle. Alors là, on a tout le catalogue Victory sous les yeux, hein. Implant ptérygoïdien, disque implant à plaque, double disque asymétrique, implant Fratex et implant fractal. Mm. Un second cas, donc on est toujours pareil, de l'atrophie osseuse. Le patient refuse de la greffe osseuse. Voilà, donc panoramique initiale. On voit qu'au niveau des molaires, il n'y a pas beaucoup d'os. Alors ça, on l'a fait sous anesthésie locale, parce que le patient ne voulait pas aller au bloc aussi. Étude prothétique, guide scanner opaque, choix des implants avec l'imagerie, du coup, commande des implants. On va mêler les axiaux. Quand il y a de l'os, on va pas se gêner. Là, c'était pour illustrer la suture ptérygomaxillaire. Donc, on voit à gauche sur la coupe horizontale. Il faut bien penser qu'il va falloir quand même anguler le forêt.
pour atteindre cette zone. Alors, il faut bien se repérer dans l'espace. Et sur la partie droite, donc, on repère, on suit le canal palatin postérieur, dans lequel vous avez l'artère palatine qu'il ne faut pas embrocher si possible. Voilà la pose de l'implant ptérygoïdien au niveau d'une 28. Donc on voit ce fameux instrument là, l'ostéotenseur. On va l'enfoncer dans la tuberosité. Alors dans ce cas-là, elle était assez dure, mais souvent c'est plutôt du beurre. Donc avec cet instrument, vous enfoncez dans l'os, qui est souvent de type 4 ou 3, et vous allez buter, vous allez sentir la suture verticale, qui est un os de type 1, entre le bord postérieur du maxillaire et l'apophyse ptérygoïde. Donc l'ostéotenseur vous permet de repérer l'axe de forage et surtout où est-ce que vous allez forer dans la lame osseuse verticale. Donc vous présentez votre forêt, toujours l'ostéotenseur en place. Votre assistante délicatement enlève l'ostéotenseur et vous engagez dans cet axe-là avec un forêt spécifique donc, qui est long. Vous le faites tourner à basse vitesse jusqu'à sentir le contact osseux de type 1. Et là, vous appuyez un petit peu et vous traversez à peine cet os. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. C'est l'implant qui le fera. Voilà, le puits osseux. On sort l'implant de son porte-implant. On le met en place, coup de collet au corps, on visse. Et on voit donc à droite le pilier porte-implant et au milieu, ce pilier porte-implant a été enlevé, dévissé. Et on voit la connectique typique Victory, donc un hexagone protégé à plat. Au niveau de la 26, donc on décolle la face antérieure du maxillaire, un peu au-delà même, et on va présenter le disque implant à plaque qui est sur son présentoir à gauche. On le présente, on le met en forme, on pense bien à mettre l'émergence prothétique dans l'axe de la crête, et on va bloquer, visser avec des petites vis bleues là d'ostéosynthèse. On en met le plus possible. Voilà, au niveau palatin, le vissage, pas facile, mais ça se fait. Panoramique de contrôle, et on voit les trois au niveau de la plaque. Le secteur 1, donc là on avait utilisé le simplant avant d'y aller, pour simuler la pose. À droite, donc on voit le ptérygoïdien au niveau de la 18, le pilier porte-implant. Et j'avais mis l'étiquette de l'implant, donc titane, longueur du filetage 16 mm et diamètre à l'apex de 3,3, fractal monobloc. Voilà, à droite, les implants en place et à gauche, les bridges. Là, c'est de la mise en charge différée. Un autre cas, donc pareil, atrophie maxillaire extrême. On a utilisé donc le prémaxillaire, il y avait de l'os, on a mis 4 axiaux, 2 ptérygoïdiens pour verrouiller le système et les 2 plaques au niveau des secteurs molaires. Pareil, on a multiplié les vis d'ostéosynthèse. Ça, on l'avait fait sous anesthésie générale. Voilà. À droite, donc, travail terminé, les 8 implants et le bridge. L'exploitation du pilier canin, voilà, pour illustrer ces zones d'ancrage. Au niveau d'une 23, au panoramique, on a l'impression qu'on a beau. Et donc, le scanner, on a une lame osseuse verticale très fine qui ne permet pas la pose d'implant axiaux. Donc, soit on reconstruit le volume osseux, on embarque le patient dans de lourdes greffes, soit on se met en une seule fois un double disque. Le bas, donc cette patiente dont on a vu la diapo là tout au début, donc au niveau du secteur 4, on est quasiment sur le nerf alvéolaire. On est d'ailleurs à l'émergence du trou mentonnier qu'on va devoir disséquer. Elle veut se débarrasser de son complet stabilisé sur un plan qui lui cause des douleurs. Donc, on va utiliser ce type d'implant. Donc, à gauche, on avait fait une pose sur un modèle en plastique chez Laurent Serre. Voilà l'indication de la plaque à la mandibule. À droite, donc, à l'hôpital de Perpignan, sous anesthésie générale, on est en train de la présenter. Il y a 5 œilletons qu'on peut découper. On peut en garder 4, on peut en garder 3.
Donc une fois qu'on a choisi la taille, on va la visser, la mettre en place. Voilà. Donc à gauche, on voit la plaque, la connectique et les petites vis. À droite, donc on fait l'empreinte, transfert d'empreinte, luxabyte, solidarisation, et voilà ce qui revient du labo. Un bridge armature cobalt chrome. Alors on va voir que ça évolue en fin de présentation. Dans du commerce, bague de collage, patiente à vie, ça c'est un cas aussi qui a une dizaine d'années. Ça n'a pas bougé. On la revoit pour contrôle régulièrement. Mise en charge enfin, immédiate. Il y avait des implants axiaux quand même devant, il faut le reconnaître. Voilà. Donc on a mis deux implants supplémentaires axiaux, plus les plaques, hein. Donc on voit au niveau du secteur 4 que les vis, ils sont pas dans le nerf dentaire, on est bien d'accord, hein. On va positionner en fait la plaque un peu en travers par rapport à l'axe du tronc du nerf et on va visser en fait de part et d'autre. Voilà, donc ça c'était la conclusion du petit mémoire qu'on avait rendu en fin de diplôme universitaire. Donc moi, ben oui, j'avais constaté que ça m'avait aidé de faire le DU, effectivement. Et non seulement parce que, on en prend du point de vue technique, mais moi j'avais beaucoup apprécié l'expérience humaine au contact de Guillaume et de Gérard, parce que ce sont de très grands praticiens, ils en ont vu des milliers. Et moi j'avais beaucoup apprécié la façon dont ils prenaient en charge les cas et les patients, l'abord. On n'était pas dans la froide et pure technique. Donc ça m'avait apporté en implantologie, mais aussi dans ma pratique. Voilà, donc j'avais présenté 4 cas et j'en avais tiré les conclusions suivantes, que ben, c'était rapide parce qu'on pouvait même faire de la mise en charge immédiate, sans greffe osseuse. Il y avait moins de morbidité et on économisait du temps, donc en temps de cicatrisation et aussi du coût, parce qu'une greffe osseuse, ça a un coût et les patients, ça, ils apprécient. Et j'avais bien aimé la phrase de Guillaume, c'est-à-dire que à cas équivalent, hein, que choisir pour le patient? Voilà. Est-ce qu'on va le pousser vers de la reconstruction osseuse et de l'implantologie axiale, pardon, ou est-ce qu'on va essayer de simplifier et de passer avec des doubles disques et toute la panoplie de la base? Donc, ce qui m'avait appris, ce qui m'avait enseigné, c'est que c'est pas la, la- la technique ou la forme de l'implant qui va décider. En fin de compte, c'est le praticien et qu'il faut voir la basale comme un outil complémentaire de l'axial. Les deux implantologies sont bien, sont bonnes. Il faut les utiliser à bon escient afin de rendre service à nos patients. Il n'y a pas plus d'échec dans un cas ou dans l'autre. Un cas d'unitaire, bon voilà, au niveau d'une 14, ben, j'ai vu la patiente aujourd'hui d'ailleurs, pour autre chose. Et au sol, on l'a fait il y a 5 6 ans maintenant. Donc, quand on a ouvert au niveau osseux, on n'était pas à l'aise au niveau de la 14. Autant pour la 15, on a mis un axial. Autant pour la 14, on a utilisé un double disque asymétrique. Voilà un extrait de radio panoramique. Donc, on a l'impression que l'implant est dans le sinus. Mais en fait, non, il est dans la paroi du maxillaire, hein, voilà, qui est un os très dur. Alors, un cas où on a utilisé des fratex obliques. Donc, Oui, c'est bien, d'accord. Purée, un je suis patient impressionné. qui avait des sinus lobés. Bon. Donc, à un moment, je m'étais posé la question de le traiter avec des plaques au niveau de 16 et 26. Mais bon, c'était sous anesthésie locale. Pour les plaques, il faut pas mal décoller. Alors, j'avais présenté la panoramique à Gérard et il m'avait dit, bah, tu peux éventuellement utiliser des implants obliques. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça évite de moins décoller et sous anesthésie locale, c'est moins impressionnant pour les patients. Voilà, donc exploration du volume osseux au scanner, repérage de l'artère palatine, repérage des volumes osseux. Donc, on voit que devant, on peut mettre des axiaux.
Alors là, j'avais fait le tracé d'une plaque parce que j'envisageais au départ de mettre une plaque au niveau de la 26. Voilà ce qu'on a fait. Donc on a utilisé quatre axiaux devant, des Fratex, puisqu'il y avait de quoi les mettre. Donc plus de 8 mm en largeur et 10, 11 ou 12 en hauteur. Deux ptérigots au niveau des dents de sagesse pour aller chercher l'ancrage de la suture verticale. Et donc au niveau des prémolaires, on a au niveau de la 15 ou de la 25 deux implants qui vont loger la paroi antérieure du sinus. Donc pour les poser, on met l'index contre la paroi osseuse vestibulaire et doucement on va forer sans passer à travers la paroi. Voilà, là c'est cette chirurgie. Donc on a posé les axiaux devant. On est en train de les visser à la clé à cliquer. Et là, voilà, donc sur cette diapo, on voit un implant Fratex oblique avec son porte-implant qui va être dévissé et qui va permettre d'avoir une émergence à plat au niveau de la crête. L'empreinte, le transfert, donc ça c'est la même diapo. Et je crois que j'avais pas fait la photo du bridge en place, hein. Alors là, un cas où on a utilisé des doubles disques sous anesthésie locale. Parce on n'avait pas accès au bloc opératoire et puis le patient il ne voulait pas. Donc des lames osseuses verticales, fines et hautes donc. Voilà ce qu'on a fait. Donc on voit parfaitement les deux fratex au niveau des incisives centrales, les deux ptérygots au niveau de la 18 et de la 28 et l'utilisation de ces quatre doubles disques qui vont être impactés dans cette lame osseuse verticale qu'on a vue sur la diapo précédente. Voilà, ça c'est un cas qu'on a fait il y a une paire d'années. On a vu le patient il n'y a pas longtemps, ça n'a pas bougé. Alors ça, c'est pour illustrer la prothèse. Donc ça, c'est un cas qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc on voit les transferts d'empreintes juste après la chirurgie. Moi, voilà, c'est pas un cas de basal au niveau chirurgical, mais c'est pour illustrer la prothèse en basal, puisque c'est le même accastillage. Et voilà les fameuses armatures. Là, en l'occurrence, le patient a une allergie aux métaux, chrome, nickel, cobalt, etc. Donc on a utilisé une armature en Zantex. C'est une technique qui a plusieurs années déjà, hein, qui a été avoir 4 5 ans. Bon, ça, c'est mon premier cas de Zantex. Donc, là, le prothésiste met l'armature qui va être équipée de bagues de collage en titane et sur laquelle, évidemment, les dents vont être montées. Voilà, ça, c'est un cas qu'on a posé semaine dernière, donc pour illustrer la prothèse. Euh, les vis en or, armature de forte rigidité, bague de collage et dents du commerce. Voilà, les fameuses dents du commerce, c'est des dents de prothèse adjointes, hein. Les émergences bien palatines, comme ça on gère l'esthétique. Et je crois qu'on doit être pas mal. Voilà la ligne du sourire, le patient était ravi. On a fait quand même 4 essais esthétiques pour lui, hein. Donc il nous a fait batailler. Voilà la radio de contrôle, donc on voit que c'est des implants axiaux, hein. Mais la castillage prothétique, le principe prothétique, c'est de la basale. Voilà, quand on se met à la basale, ben, il faut avoir ces deux livres dans sa bibliothèque et il ne faut pas que les regarder, il faut les potasser. Voilà. Donc, les deux livres de Gérard, le premier livre historique à droite et la réédition il y a quelques années à gauche. Voilà. Merci à Victory et à tout le monde. Merci beaucoup, Jean-François. J'aurais deux questions à te poser. Alors, il n'y a pas de piège, hein, ne t'inquiète pas. Sur certains cas, tu as mis des barres palatines Oui. pour renforcer. Qu'est-ce que tu peux juste m'en dire deux mots et combien de temps tu la laisses ou tu Alors, préconises plutôt de la laisser? alors, je sais que tu connais la réponse, mais dans les barres palatines, elles sont faites pour renforcer la rigidité. En fait, quand on a, évidemment, on les fait au maxillaire, hein, pas à la mandibule, puisqu'il y a la langue. Donc, au palais, vous pouvez exploiter la surface en faisant une espèce
de technique stélite, hein. Votre prothésiste va vous fabriquer un stélite d'1 centimètre de large qui va relier la 27 à la 17. Et ça va faciliter la mise en charge immédiate, puisque vous allez avoir un véritable cadre, hein, au sens propre du terme, l'arcade dentaire plus la barre transpalatine qui va rigidifier le système. Il faut la laisser 4 mois. Et là, il y a deux options. Ou elle ne gêne pas votre patient, vous la laissez. Ou alors, le patient, ça l'enquiquine. Et à ce moment-là, vous dévissez votre bridge. Vous prenez un disque métal. Vous découpez de la séance votre barre. Ça prend un quart d'heure. Vous le polissez, vous le revissez. Voilà à quoi ça sert. Merci. Deuxième question, tu as évoqué les vis d'ostéosynthèse. Euh, Est-ce que tu fais un préforage ou est-ce que tu les poses, tu utilises le côté autoforant, autotaraudant? Et la deuxième question qui est inclue dans la question, c'est comment tu choisis tes longueurs de vis. Voilà, Alors, puisque juste pour rappel, hein, longueur, je ne me casse on a pas la du 4, du 5 et du 6 voilà, millimètres. prends du 4 hein, parce que pendant la chirurgie, j'ai pas le temps de réfléchir à ça. Ok, Thématiquement, du 4 j'ai pas des bleus, j'ai pas des verts, j'ai pas des rouges, des violettes, j'ai que la même couleur, donc j'ai pas à réfléchir. Et non, elles sont très puissantes, hein, avec un tournevis, vous les enfoncez. Il n'y a pas besoin de. Enfin, moi, j'ai jamais utilisé de turbine ou fait d'avant-trou, hein. Ça, c'est très mordant. ok, Avec le tournevis spécifique à tête carrée. parfait. Parfait, parfait. Est-ce que les docteurs présents ont des questions peut-être complémentaires? Il y a peut-être un point sur lequel vous voulez revenir. Est-ce que tout était clair pour vous? N'hésitez pas à poser vos questions au docteur Bouet il est là en direct. Et quoi qu'il en soit, on va vous renvoyer le replay et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions plus précise. Pour votre information, le DU d'implantologie basale qu'a évoqué Jean-François qui a lieu à Nice, les inscriptions sont en cours de finalisation jusqu'au 15 ou 20 octobre de cette année pour commencer au mois de novembre. Donc, si vous êtes déjà dans les starting blocks et que ça répond à vos attentes de clinicien, n'hésitez pas. Et puis, moi, je sors de celui de Clermont-Ferrand et c'était fort intéressant puisque on a parlé d'implantologie basale, puisque c'est le sujet, et que les invités étaient une marque concurrente que je peux citer sans aucun problème, qui était Straumann, qui a présenté aussi un complément que l'on ne propose pas chez Victory, mais qui était un complément intéressant, qui était sur les zygomatiques, et qui apporte effectivement d'autres solutions. On sort de la greffe osseuse justement pour aller vers la simplification. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des cas qui nécessitent, parce qu'il n'y a plus d'autres alternatives, qu'on arrive au bout du chemin, on arrive aux zygomatiques et voilà, avec une autre histoire à raconter. Jean-François, je te remercie encore pour ton intervention, pour ta présentation toujours aussi claire et intéressante. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le docteur Gérard Scortesi qui proposera un partage de cas en implantologie basale pour le plaisir de tout le monde. Au plaisir de vous voir prochainement. Merci. Bonsoir, Au merci. revoir.